Lyon dans la guerre. Une série audio du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Épisode 3. La rafle de la rue Sainte-Catherine. Le 9 février 1943, 86 personnes juives, étrangères pour la plupart, sont arrêtées à Lyon dans les locaux de l'Union générale des Israélites de France avant d'être déportées, pour l'immense majorité d'entre elles, dans des centres de mise à mort. Cette rafle, décidée par Klaus Barbie, a marqué un tournant dans l'histoire de la persécution des Juifs à Lyon. Pour bien comprendre ce terrible événement, revenons quelques années en arrière. Durant l'entre-deux-guerres, la France est devenue une terre d'accueil pour des réfugiés juifs fuyant la pauvreté, les pogroms d'Europe centrale et orientale, puis les persécutions du régime nazi, après l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933. Paris est la ville française qui accueille la majorité de ces exilés. Mais en juin 1940, alors que les troupes allemandes s'approchent de la capitale, des millions de Français prennent la fuite en direction du sud, à pied, à bicyclette, en train ou en voiture. En files interminables, les réfugiés continuent d'affluer sur les routes qui conduisent vers l'intérieur de la France. Sur ces routes de l'Exode, de nombreuses personnes juives, françaises et étrangères, rejoignent la zone non occupée, dite zone libre. Lyon, ville carrefour, plaque tournante du couloir rhodanien, proche de la Suisse et de l'Italie, devient une ville refuge. Les familles juives sont pleines d'espoir et s'y sentent en sécurité, comme en témoigne Roger Atlan. Jean-Jacques Goldman, sa mère s'appelle Ruth Ambroum. Elle est berlinoise. Son père était décoré de la Croix de Fer en tant qu'officier dans l'armée allemande en 14-18. Il disait à sa femme et à sa fille: « Je ne crains rien, décoré de la Croix de Fer. En Allemagne, je ne crains absolument rien, même en tant que juif. » Puis quand il s'aperçoit que ses copains disparaissaient, il a foutu de camp, il est venu en France. Donc il est venu à Lyon, c'est comme ça que j'ai connu Ruth Ambroum. Mais ils sont arrivés en France en disant: c'est le pays de la liberté, on est tranquille, on est heureux. Tant qu'on était en zone libre. Malgré cette illusion de liberté en zone non occupée, la ville de Lyon va être soumise à la politique antisémite de Vichy. En octobre 1940, le premier statut des Juifs, décret-loi du régime de Pétain, impose une définition biologique de la prétendue race juive. Ce décret exclut les membres de la communauté de nombreux emplois. La fonction publique, la presse, le cinéma, la radio ou encore le théâtre sont interdits aux personnes juives, sauf dérogation exceptionnelle. Ce statut est complété par deux autres lois antisémites. La première permet au préfet d'arrêter et d'interner des juifs étrangers, tandis que la seconde prive les juifs d'Algérie de la citoyenneté française. Jean Werthemer, étudiant lyonnais âgé de 20 ans en 1940, est issu d'une famille française d'origine juive, convertie au protestantisme avant la guerre. Il subit ses premières lois antisémites. J'ai été touché par le statut des Juifs puisque, en remontant les générations, obligatoirement, je me retrouvais confronté avec mes origines. Mon père a été dépossédé de sa chaire de clinique chirurgicale, tout en pouvant continuer ses activités comme chirurgien des hôpitaux de Lyon. Et moi, pour ma part, j'ai pu continuer mes études de médecine, mais il m'a été interdit de me présenter au concours hospitalier. Ce qui fait que je n'ai pu être ni externe ni interne à cette époque, ce qui a provoqué un retard important par la suite. En mars 1941, le régime du maréchal Pétain met en place le commissariat général aux questions juives qui s'installe à Lyon, rue de la République. Au mois de juin, Vichy promulgue le second statut des Juifs qui renforce leur exclusion des professions libérales, commerciales, artisanales et industrielles. Ce statut oblige aussi la population juive à se rendre au commissariat pour se faire recenser, sous peine d'internement. Jean Werthemer se souvient. Mais j'ai été touché, comme tous les membres de ma famille, du fait du statut et du fait de l'obligation d'ailleurs à aller se déclarer, s'inscrire dans les commissariats, toute chose particulièrement pénible, justifier ses origines,
Bon, ma famille, elle était française depuis la guerre de 30 ans, puisque ma famille est originaire de Neubrisach en Alsace. Ce qui était horriblement désagréable, c'est d'avoir à justifier sa qualité de français. Ce recensement va devenir un piège, car il permet de dresser des listes qui seront utiles plus tard pour organiser des arrestations. Autre volet de la politique antisémite de Vichy, la spoliation, mise en œuvre avec la loi du 22 juillet 1941, qui prévoit le placement sous administration provisoire des biens appartenant aux Juifs. En juillet 1942, le général Karl Auberg, chef des SS et de la police allemande en France, signe un accord avec René Bousquet, secrétaire d'État à la police de Vichy. Cet accord entérine la collaboration policière entre la France et l'Allemagne, officialisant la participation des forces de l'ordre françaises aux arrestations de Juifs. Ce document fixe le nombre de personnes juives étrangères à arrêter et à livrer. 100 000 pour l'année 1942. Sur proposition de Pierre Laval, chef du gouvernement de Vichy, la déportation des enfants de moins de 16 ans est acceptée par Berlin. En août 1942, l'État français organise une grande rafle de juifs étrangers en zone sud. 1016 personnes, dont 108 enfants, sont arrêtées en région lyonnaise et internées au camp de Vénissieux. 545 d'entre elles sont déportées, tandis que 471 personnes sont sauvées, dont tous les enfants, grâce à une vaste opération collective de sabotage administratif menée par différentes associations. Le 11 novembre 1942, les Allemands franchissent la ligne de démarcation et Lyon se trouve désormais en zone occupée. La Gestapo s'installe dans la ville et la persécution contre les Juifs se renforce. Dès le mois de décembre 1942, les personnes juives ont l'obligation d'aller faire apposer sur leur carte d'identité un tampon portant le mot juif en lettres rouges. Cette mesure permet, là encore, de recenser les membres de la communauté et de les rendre immédiatement repérables par les autorités, allemandes ou françaises, afin de faciliter plus tard l'organisation d'arrestations massives. De nombreux juifs français, non conscients encore du danger, se rendent d'eux-mêmes au commissariat pour faire tamponner leurs papiers d'identité, avec confiance. C'est le cas du père de Pierre Lévy. Mon père, extrêmement patriote. Pour lui, il n'y avait aucun problème, les juifs français étaient intouchables. Dès que le gouvernement avait demandé d'aller se faire tamponner, mais c'est très fiers qu'ils sont allés, tout le monde s'est fait tamponner. L'UGIF, Union Générale des Israélites de France, a été créée le 20 novembre 1941 par le gouvernement de Vichy, sous la pression des Allemands. L'objectif, réunir les associations et œuvres caritatives juives jouant un rôle d'assistance afin de mieux les contrôler. À Lyon, parmi les juifs réfugiés, nombreux sont ceux qui ont besoin d'une aide matérielle et morale. Ils peuvent la trouver au 12 de la rue Sainte-Catherine, à 2 pas de l'hôtel de ville, dans un appartement du 2e étage qui accueille depuis les années 30 des associations juives et en particulier le CAR, le Comité d'aide aux réfugiés allemands et autrichiens. En plus du versement d'une allocation quotidienne ou mensuelle, le CAR fournit aux réfugiés des services d'interprétariat auprès des autorités, propose une aide dans les démarches pour trouver du travail ou pour émigrer. Dans ces locaux, d'autres associations sont également installées, dont la Fédération des sociétés juives françaises. À partir de novembre 1941, ces œuvres de bienfaisance sont officiellement dissoutes pour fusionner au sein de l'UGIF, nouvellement créé par Vichy. En réalité, ces associations maintiennent leur indépendance et poursuivent leur mission d'aide et de secours aux populations juives. Par ailleurs, elles couvrent, voire organisent de nombreuses actions clandestines, distribution de faux papiers, mise en place de filières d'évasion vers la Suisse,
placement d'enfants juifs dans des centres ou des familles non juives. Klaus Barbie, chef du service 4 de la SIPO SD à Lyon, la police de sûreté nazie chargée de la lutte contre les adversaires idéologiques, les juifs et les résistants, avant de ses activités illégales. Antisémite convaincu, Barbie lance ses hommes à la chasse aux juifs dès son installation à l'hôtel Terminus, à Perrache, à la fin de l'année 1942. Après avoir fait arrêter une centaine de juifs en janvier 1943 à Lyon, il organise une rafle dans les locaux de l'UGIF, officiellement pour des raisons de sécurité. Le 9 février 1943 est un jour de distribution des subsides au sein de l'UGIF, rue Sainte-Catherine, mais aussi de consultation médicale. De nombreuses personnes sont attendues dans les locaux. C'est cette journée que Barbie choisit pour venir piéger et arrêter des dizaines de juifs dans un lieu qui devait en principe être un refuge. Ce jour-là, Barbie et ses hommes arrivent à l'UGIF vers 10h. Une trentaine de personnes sont déjà présentes. La Gestapo arrête les membres de la structure, une vingtaine de travailleurs sociaux, mais aussi, de manière systématique, chaque individu qui se présente. Les Allemands restent jusqu'au soir afin d'arrêter un maximum de personnes. Celles-ci sont rassemblées dans une pièce, fouillées, leurs papiers d'identité confisqués, ainsi que leur argent et objets personnels. Sur les 93 personnes arrêtées ce jour-là, 7 sont finalement relâchées, dont Léa Katz, âgée de 16 ans. Je suis allée rue Sainte-Catherine, je montais là-haut, au 2e étage. Je pousse la porte, et à l'intérieur, il y avait ou 3 ou 4. Je ne sais pas ce que c'était, milice ou allemand, j'en sais rien. Ils ont commencé à me dire komm rein, ça veut dire en allemand rentre, rentre, parce que ça me paraissait un peu bizarre. Et quand je suis rentrée, c'est là que j'ai vu, dans une autre pièce, il y avait pas loin de 80-90 personnes déjà qui se sont fait prendre et qui commençaient à me faire comme ça, d'un air, va-t'en. Mais je ne pouvais plus. Ils m'ont demandé mes papiers. Évidemment, mes papiers étaient avec le tampon juif. Alors, il y en a un qui dit « Ah, noch ein jüdisches Kätzchen », encore un petit chaton juif. Et ils m'ont fait rentrer dans l'autre pièce où il y avait déjà tout le monde. Pouh. Alors, je demande « Qu'est-ce que c'est ?» Mais c'est une rafle. Ben oui. Enfin, on était les uns sur les autres. Et autour de 6h, c'était février, c'était noir. Ils ont commencé par prendre les gens et les faire descendre par les escaliers, naturellement. D'abord les hommes. J'ai vu donc un monsieur avec une barbe blanche qui s'est mis à faire la prière près de la porte. Et puis il pleurait. Alors moi j'ai eu peur. Il y en a qui ont dit « Ah oui, on va nous emmener chez les Gestapo, chez les jeunes militaires. » Moi j'avais la frousse. Mais finalement, on a fait descendre pratiquement tout le monde. Alors, j'ai vu qu'il n'y a pas un autre moyen. J'étais vers un des Gestapo et je lui ai demandé « Monsieur, j'aimerais bien que vous me laissiez partir, que j'aille dire au moins à ma maman qu'est-ce qui est arrivé, puisque je venais chercher un médecin pour ma mère. » Et je lui parlais yiddish, c'était moitié allemand, moitié juif. Il me dit « Ah oui, quand tu es rentré, quand tu as parlé, tu as dit que tu ne comprenais pas l'allemand. Et maintenant, pour demander à ce qu'on te laisse sortir, tu le sais déjà ?»
Et là, il m'a foutu 2 paires de claques que j'ai vu les 36 chandelles. Mais il m'a dit, où sont tes papiers? Ben, je dis, monsieur, quand on est rentré, on nous a mis mes papiers. Ils doivent être là-bas dans le tas. Alors, réflexion de fait, il m'a dit, bon, tu peux t'en aller, mais demain matin, il faudra venir à l'hôtel Terminus à Perrache, où c'était la Gestapo. Bon, je descends les escaliers, il y en avait qui étaient sur les escaliers en train de veiller à ce que personne ne se sauve. Alors il me dit, comment ça se fait que toi tu descends? Je ne sais pas monsieur, on m'a laissé partir. Alors il a sifflé, il a demandé là-haut, est-ce qu'on m'a vraiment laissé partir? Il a dit oui. Alors quand je suis sortie de cette traboule et que je suis arrivée place des terreaux, j'ai couru vers le tramway, à l'époque c'était le 7 au terreau, mais j'avais pas d'argent, ils m'ont pris mon sac. Alors je suis quand même montée dans le tram et j'avais pas de quoi payer, alors j'ai toute blême, j'ai demandé est-ce que quelqu'un me prêterait de l'argent, juste le temps de rentrer chez moi, parce que voilà, je viens d'être prise dans une rafle, j'ai pas avec quoi payer le tram. Immédiatement, il y a des gens qui ont sorti leur porte-monnaie, qui m'ont donné. En sortant du tram, place de la Bascule à Villeurbanne, Léa retrouve sa mère en pleurs chez des voisins, qui avaient été avertis de la rafle en cours. Le lendemain, elle ne se présentera pas au siège de la Gestapo, mais se teindra les cheveux et prendra la fuite avec sa mère. Jusqu'à la fin de la guerre, toutes les deux se cacheront en différents lieux afin de ne pas se faire arrêter. Comme elle, ce 9 février 1943, une autre jeune fille de 14 ans, Jacqueline Rosenfarb, bénéficie de l'indulgence d'un Allemand sur place qui, ayant pitié d'elle, la libère. Shanna Greenspan et son fils de 8 mois, René, sont libérés en fin de journée aussi par un membre de la Gestapo visiblement excédé par les pleurs de l'enfant. Michel Kroskoff et Victor Sulkalper parviennent eux aussi à échapper à la rafle grâce à leurs faux papiers. Mais la majorité de celles et ceux arrêtés ce jour-là ne seront pas relâchés. En fin de journée, 86 personnes sont conduites au Fort Lamotte, sur le site de l'actuel parc Blandan, pour y être emprisonnées, la prison Montluc, réquisitionnée par les Allemands depuis 1 mois à peine, étant déjà pleine. Le lendemain, au matin du 10 février, 2 hommes arrêtés durant cette rafle, David Luxembourg et Siegfried Driller, parviennent à s'échapper du fort. De bonne heure, avant le lever du jour, il faisait encore nuit, un gardien a ouvert la porte de la cellule où j'étais enfermé pour nous laisser aller aux toilettes. J'ai profité de cette sortie pour rejoindre le chemin de ronde où j'ai aperçu une sentinelle qui ne regardait pas dans ma direction. Et j'ai remarqué qu'un autre prisonnier me suivait. J'ai réussi, en m'aidant de mon cache-colle et de mon pardessus, à agripper les fils de fer barbelés situés au-dessus du portail et à franchir l'enceinte en sautant. Je suis resté un moment paralysé par la peur. À ce moment-là, une dame qui passait m'a dit « N'ayez pas peur, vous êtes sauvés ». Je lui ai demandé où je me trouvais, elle a répondu « Dans la banlieue de Lyon ». Lui ayant dit que je n'avais plus d'argent, que l'on m'avait saisi avec mes papiers, elle m'a remis la somme de 2 francs. Cet argent m'a permis de prendre le tramway et de me rendre chez un autre de mes frères qui demeurait, je crois, rue du Puy-Gaillot à Lyon. J'ai réussi à me cacher chez lui jusqu'à mon départ dans l'Isère. Le 11 février, les 84 autres personnes arrêtées sont déplacées dans une prison de la Wehrmacht, à Chalon-sur-Saône, puis transférées à Drancy. Parmi elles, on compte 60 hommes et 24 femmes, âgés de 13 à plus de 80 ans. 28 prisonniers sont français ou déclarés français et 56 étrangers, originaires de Pologne, d'Autriche, d'Allemagne, de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Roumanie, de Russie et de Lettonie. Beaucoup de professions sont représentées dans ce groupe, des médecins, des ouvriers, des commerçants, des peintres, etc. 18 personnes œuvraient pour l'UGIF, dont Simon Badinter,
père de Robert Badinter, futur ministre de la Justice. Le jeune Robert, alors âgé de 14 ans, a quant à lui échappé de peu à la rafle. Alerté par le retard de son père au soir du 9 février, il s'est rendu rue Sainte-Catherine pour le chercher. Devant la porte de l'UGIF, un homme lui a saisi le bras, mais, dans un élan vital, il a réussi à s'en dégager et à prendre la fuite. Sur les 84 personnes internées à Drancy, 4 seront finalement libérées, tandis que les 80 autres seront déportés. Sur ces 80, seulement 4 survivront au camp de la mort. Juliette Veil, arrêtée rue Sainte-Catherine à l'âge de 21 ans, déportée le 23 mars, périra dans une chambre à gaz du camp d'extermination de Sobibor, comme Simon Badinter, père de Robert. Le 13 février, Juliette Veil écrit à ses parents depuis Drancy. Mes très chers, nous nous portons bien. Ne vous faites pas de soucis. Je vous le défends car je reviendrai et je veux vous revoir, ma mamie, mon papa et ma sœurette, en parfaite santé. Je suis avec Marcel Leub, Madame G. Jacob, Madeleine Schick, Régine Gattegno, Dr Steinberg, Bolac, Bloch, Gigi Rhein, Molucon. Le moral est bon, nous voulons tous revenir. Dr Lanzenberg, Madame Rosenthal sont là aussi. Nous sommes tous ensemble, ce qui est un soutien pour nous. Peut-être devrons-nous partir. Il ne fait pas froid ici. J'ai pu emporter une grande veste verte. Je suis bien courageuse et suis contente d'avoir eu la belle vie grâce à vous. Pardonnez-moi si je suis là. Je sais que c'est uniquement de ma faute. Dieu l'a voulu. Il a des raisons que nous ne connaissons pas. Je garde confiance en lui. Il me protégera et vous aussi. Lorsque nous serons ensemble, nous ne goûterons plus que la vie. Bon courage. Un mois plus tard, elle écrit pour la dernière fois à sa famille. Mes chers, nous revoilà donc à Drancy au matin du grand départ. Événement dont nous vous avons tant parlé et dont je vous ai entretenu. Peut-être pourrons-nous donner des nouvelles. En tout cas, maintenant, prenez le maximum de précautions pour ne pas nous suivre. Pour l'instant, nous n'avons plus besoin de vous, mais il faut qu'à notre retour, nous vous trouvions tous en état et que maintenant déjà, nous vous sentions forts autant que nous le sommes nous-mêmes. Que surtout papa ne se laisse pas aller. Je sais que maman tiendra et que Jacqueline saura prendre égard à sa santé. Je vous embrasse bien fort tous. Ce n'est pas un adieu, mes frères. Ce n'est qu'un au revoir. Ces rafles auront été un signal effroyable. Désormais, les Juifs ne sont plus en sécurité nulle part en France. Bien après la fin de la guerre, l'avocat Serge Klarsfeld et son épouse Beate traqueront Klaus Barbie en Amérique latine, où il a été exfiltré en 1951. Après une dizaine d'années de traque, Barbie est finalement extradé de Bolivie vers la France en 1983, à Lyon, alors que Robert Badinter est ministre de la Justice. 4 ans plus tard, en 1987, Barbie est jugé à Lyon devant la cour d'assises du Rhône. Pour la première fois en France, un homme comparaît pour crime contre l'humanité. Parmi les 3 chefs d'accusation retenus contre lui, la rafle de la rue Sainte-Catherine. Au cours de l'instruction, le garde des Sceaux, Robert Badinter, reçoit un bouleversant courrier. J'ai reçu en effet du parquet général une lettre qui contenait l'ordre de déportation de mon père sur une liste. Cette liste, Barbie l'avait envoyée à Paris, donc j'avais là la preuve écrite que c'était en effet Klaus Barbie qui avait ordonné la déportation de mon père, et Klaus Barbie savait parfaitement que déportation voulait dire assassinat, liquidation. Lui le savait. Donc j'avais
je me trouvais dans la situation qui avait été si souvent évoquée au moment de mes combats contre la peine de mort, quand j'étais encore avocat. « Ah, monsieur Banater, maître Banater, vous ne parleriez pas comme ça si c'était votre fille, votre femme, vos parents qui étaient assassinés. » Et ben, j'étais dans la situation, celle-là. J'ai resté longtemps pensif devant cette photographie de l'ordre de déportation de mon père. Mais j'ai très bien mesuré, connaissant mon père tel qu'il était, pacifiste, idéaliste, socialiste, adversaire de toute violence mortelle, et donc abolitionniste, même si nous n'en parlions pas sous cette forme-là. Mais je n'ai pas voulu que ma mère le voie. Ma mère n'a jamais vu ce document. J'ai donné un exemplaire à mon frère, une photographie, j'ai dit garde-le pour toi, ne le montre pas à maman. Je l'ai convenu aussitôt. Voilà, donc c'était une raison de plus pour montrer que c'était en toute objectivité, conformément à l'état de droit exigeant, que l'on poursuivait Barbie. Ce n'était pas une vengeance exercée à travers la justice, pas du tout. Pendant des décennies, les noms des personnes arrêtées durant cette rafle sont restés majoritairement inconnus. Pour honorer leur mémoire, une première plaque est apposée dans les années 1960 au 12 de la rue Sainte-Catherine. En 1983, Serge Klarsfeld retrouve à New York les archives de l'UGIF. Il y découvre un document qui contient l'identité des 84 personnes entrées à Drancy le 12 février 1943. Alors, la mémoire de cette rafle et de ces disparus commence à sortir de l'oubli. Chaque année, début février, une commémoration est organisée par la municipalité de Lyon, rue Sainte-Catherine, afin d'honorer leur mémoire. En 2011, une nouvelle plaque, comportant cette fois les noms des victimes, est apposée devant le numéro 12 de la rue et dévoilée en présence de Robert Badinter. Le 9 février 2024, 81 ans jour pour jour après cette rafle qui avait entraîné la mort de son père Simon, Robert Badinter est décédé à l'âge de 95 ans. C'était Lyon dans la guerre. Épisode 3, la rafle de la rue Sainte-Catherine. Un documentaire sonore avec les témoignages de Jean Wertheimer, Roger Atlan, Pierre Lévy, Léa Katz, épouse Weiss, et Robert Badinter. Ces témoignages ont été recueillis par le CHRD et, dans le cas de celui de Robert Badinter, par le Mémorial de la Shoah. Lecture, Eugénie Leclerc et Pierre-Damien Traverseau. Écriture et réalisation, Marine Beccarelli. Un podcast du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon.